Public Sénat, avec le soutien de Mutualia, la mutuelle des territoires, vous présente Manger c'est voter. Bonjour les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de Manger c'est voter. Comme à chaque fois, on vous emmène dans les plus beaux coins de notre France qu'on adore. Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône et on va être reçu par le sénateur Jérémy Backy. Jérémy Backy qui fait partie du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Et on va aller à la rencontre, comme vous le savez, de producteurs, marins-pêcheurs aujourd'hui et aussi la restauration collective qui est très importante. On laisse à regret la Sainte-Victoire. Cézanne, ouvre-toi. Alors il m'a dit, je vous attendrai au bord du port de Carreau. Bah ça doit être lui alors, j'imagine. Sénateur Backy. Bonjour, monsieur Ferniaud, c'est un plaisir. On m'avait dit un jeune et fringant sénateur. Alors, je dois dire, en fait, vous étiez seul sur le port, donc je ne pouvais pas me tromper. On va là-bas, non ? Oui, on va rencontrer les pêcheurs du port de Carreau à Martigues, donc venez, c'est par là. Alors vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône, avec vos collègues, ça veut dire que ce n'est pas sectorisé, ce n'est pas des circonscriptions. Non, les sénateurs sont élus sur un territoire départemental, et donc je suis certes marseillais de naissance, j'y vis également, mais je suis sénateur de toutes les Bouches-du-Rhône. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Dites-moi. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut avoir 35 ans, être sénateur, parce que déjà il y a une opposition, et communiste. Parce que communiste, c'est un vieux parti. Et vous incarnez la jeunesse. Alors, avant de vous répondre, je vous propose plutôt de rencontrer les pêcheurs. D'accord. Et promis, on prendra un temps ce soir, peut-être avant le repas, et je vous expliquerai tout ce que vous voulez sur le Sénat, sur le communisme et sur mon âge. Vous voulez avoir le temps de réfléchir, c'est ça? Non, mais je déteste faire attendre mes hôtes. Ok, on y va. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, je vous présente William Tillier, le premier prud'homme de pêche. Bonjour William. Voilà. Et je vous présente Christophe, qui est le responsable du syndicat des pêcheurs. Expliquez-moi quelque chose William. Oui. La prud'homie, ça sonne un petit peu comme une société d'entraide ou une confrérie des pêcheurs. C'est pas tout jeune en tout cas. C'est pas une secte non plus. Hein. C'est pas une secte. Non, ça remonte en Méditerranée à, on va dire, 500, 600 ans. C'était pour gérer les conflits de pêche. Donc c'est passé par le terme de chambre syndicale, c'est passé par chambre consulaire, et c'est association des patrons pêcheurs, mais ce n'est pas association dans le terme loi 1901. Là, on est devant un petit, on peut dire un petit bateau oui, qui est en train de démailler là, mais je crois que les spectateurs, ils ont besoin de se rendre compte que Carreau, c'est le port de pêche le plus important de la région. Oui, il y a 17 entreprises de pêche qui travaillent sur le port de Carreau. C'est un des ports principaux de la région PACA. Voilà. Donc 4 entreprises qui ont 2 bateaux. Voilà. Mais il y a 30 ans, il y en avait beaucoup plus? Et le double facilement. Ah oui? Oui. L'image des problèmes des pêcheurs en ce moment est très liée à la situation dans la Manche et dans l'Atlantique Nord, avec les Anglais et le Brexit. Mais je crois qu'ici aussi, vous avez des problèmes avec les Espagnols, avec les Italiens. Nous, on ne peut pas aller trop loin des côtes, puisqu'on a les eaux territoriales à 12 000. Ouais. Donc, on peut travailler avec un quota, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer plus de poissons que ce qu'on nous autorise. Et à côté de nous, vient travailler un Espagnol, à côté de nous, contre nous, on se dit bonjour et tout. Et lui, il pêche ce qu'il veut, parce que chez lui, il peut ramener ce qu'il veut. Mais l'Europe n'englobe pas tout, ne gère pas ces lois? L'Europe dit qu'il faut pêcher 3 poissons. La loi française va dire 2 poissons et demi. Et l'Espagnol, il dit 3, et s'il y en a plus, on dit rien. Est-ce qu'il y a beaucoup de
de gens qui raccrochent le filet. Dans les anciens, oui, parce qu'ils ont trop de contraintes et ils ont eu une jeunesse où ils étaient libres à la mer. Ouais. Et ils n'arrivent pas maintenant à encaisser toutes les contraintes. On a l'impression aujourd'hui que l'État et l'Europe vous mettent des pierres dans votre jardin, vous mettent des pierres dans le fond de l'eau en permanence. Avant, on allait à la pêche et après on s'occupait de l'administratif. Mhm. Et ça marchait bien. Aujourd'hui, on remplit des cases. Et quand dans ce moule, Il y a pas de moule, hein. il manque une croix, on nous refuse le travail. Parce qu'on a une machine en face, on a un ordinateur en face, qui lui, quand les cases ne sont pas remplies, ne marche pas. Et on arrive à des situations ubuesques. Quand j'ai attaqué la mer en 1981, on passait la visite médicale, tu t'asseyais et tu passais ta visite médicale. Maintenant, il faut prendre rendez-vous un mois à l'avance, aller à Marseille, pour pouvoir aller travailler. Je m'excuse, mais moi je suis pêcheur. Si j'ai 150 jours à faire de beau temps, il faut que je les fasse. Ce n'est pas l'ordinateur qui commande, c'est le temps. Le temps. Le vent, la mer qui commande. Voilà. Monsieur le sénateur, est-ce qu'on peut être à la fois local et européen? Effectivement, l'Union européenne a une logique des gros chalutiers, de la pêche industrielle qu'on peut avoir dans l'Atlantique, dans la Manche, etc. Et on ne peut pas appliquer à des artisans pêcheurs les mêmes normes aussi contraignantes que ces gros industriels-là. C'est tuer la pêche et c'est tuer une profession aujourd'hui, et ça, c'est pas acceptable. Ici, vous savez, on disait, on ne veut pas faire de la région PACA le bronze cul de l'Europe. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la région PACA serait une région sans touristique, industrie, uniquement touristique, sans pêche, voilà, et uniquement touristique, etc. Est-ce qu'il y a un avenir? Des jeunes qui viennent vers vous aujourd'hui, il y en a des jeunes à l'âge de l'apprentissage qui veulent être matelots, qui veulent s'engager, ou est-ce que c'est le désert sur les générations à venir? C'est très 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 difficile de trouver du personnel qui veuille faire ce métier parce que c'est un métier passion. C'est-à-dire, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de congé, c'est le poisson qui commande. C'est un métier passion. Mon fils, là, il va vivre 40 ans aussi. Hein. On ne partira pas, on est né sur le rocher, là. On ne partira pas du rocher, nous. C'est eux qui partiront. Hein. Et notre responsabilité. Nous, on est là, on canard là. On est né ici. On préfère que vous viviez là, Ouais, avant de canner là. On est né ici, on a vécu ici, et on restera là et on mourra là. Voilà. En tout cas, messieurs, moi, je ne sais pas comment vous aider autrement qu'en aimant le poisson, le poisson frais, et en l'achetant sur les ports. C'est une très bonne idée. Puisqu'on est à Martigues, on va peut-être aller voir la cuisine, parce qu'il paraît qu'il y a une cuisine centrale à avec des Martigues. produits, y compris locaux et des alentours. Ah, vous ne reconnaissez peut-être pas le sénateur Bacchi, Herniot. Allez, allons-y. Allez, suivez-moi. Donc on est dans la cuisine centrale de la ville de Martigues. Bonjour. Bonjour mesdames. Alors Odile, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous mettez en place des solutions à la mairie de Martigues pour qu'il y ait une accession du plus grand nombre à une cuisine, on dirait une bonne cuisine, presque une cuisine maison, hein, parce que là c'est la cuisine de la maison Martigues, à un prix vraiment extrêmement étudié, et tout en faisant travailler les producteurs locaux. En fait, voilà, c'est vraiment le choix de la ville, en effet, de développer, de continuer à assurer cette restauration collective, que ce soit dans les crèches, hein, parce qu'on a aussi des crèches où il y a une cuisinière par crèche, ouais. Que ce soit pour le portage, pour les foyers, pour le restaurant municipal ou pour la cuisine, les restaurants scolaires. Combien de couverts de repas servis par jour ici? Plus de 5000 5500 hein, actuellement, ah oui, voilà. Mais on développe beaucoup, et le bio, et le circuit court, et le fait maison. Je comprends votre fierté,
en définitive, hein, parce que je vous posais la question tout à l'heure quand on s'est rencontrés, c'est quoi être communiste au quotidien? Au fond, c'est servir le plus grand nombre de gens à un prix étudié, sans évidemment faire de la marge d'aucune manière que ce soit, c'est-à-dire d'être au prix le plus juste, c'est ça aussi l'idée, non? Mais c'est surtout servir la population. Voilà. C'est-à-dire on part des préoccupations des habitantes et des habitants, quel que soit leurs âges, ça a été dit, hein, dès le plus jeune âge jusqu'au plus ancien. Et en fonction des besoins des populations, on adapte une politique municipale qui réponde à leurs besoins. Dites-moi Céline, qu'est-ce que ça coûte un repas quand ça part d'ici? On va être aux alentours de 2,30 €, 2,40 €. Et vient se gréver évidemment la source d'énergie, le local et le personnel, évidemment, la main-d'œuvre. Évidemment le personnel. Et on passe de 2,50 à combien alors? On tourne aux alentours des 14 € sur... Ah oui. Oui. Et si je peux me permettre, c'est vrai que du coup, le choix aussi, c'est non seulement ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est toute l'éducation au gaspillage, l'éducation justement à l'équilibre des repas. Il y a ce côté pédagogique d'amener à une meilleure alimentation, parce qu'une bonne alimentation, c'est une bonne santé aussi. Dites-moi Céline, qu'est-ce qui se prépare dedans là? Alors là, on a la paella qui est prévue pour nos seniors. Je signale aux seniors Martégo qu'aujourd'hui, donc édition spéciale, la paella, c'est celle de Ferniaud. Alors, je vais vous dire là. Parfait. Eh bien, merci. Je crois que je vais rester manger ici. Voilà. Il faudrait m'en garder une portion. Monsieur le sénateur, à mon tour de vous présenter justement des producteurs locaux, des maraîchers, Enzo et Laurent. D'ailleurs, tiens, je vois Laurent et Enzo là-bas. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Enzo. Pardon. Oh là là, j'ai l'impression que vous allez nous raconter des salades. Parce que, en fait, qui fait le marché alors aujourd'hui? Qui fixe les prix de la salade, par exemple? Parce que vous êtes producteur de salade. Le premier indicateur qui fixe les prix, c'est l'offre et la demande. La ménagère, une salade, il faut qu'elle la paye maxi 1,20 €, 1,50 €. Le seuil psychologique. Voilà. Après, il y a la centrale d'achat. Après, il y a les infrastructures dans la centrale d'achat. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en France, on est les précurseurs, pour moi, de la connerie. On met des normes de partout, on veut tout sécuriser. À l'époque, un chauffeur, il montait tout seul à Paris, un chauffeur poids lourd. En France, il faut 2 chauffeurs dans un camion pour monter à Paris, parce que l'autre, il faut qu'il redescende. Et on a un Polonais, il va traverser la France de part en part, on n'y dit rien. Avec l'amplitude horaire, on lui dit rien à interdit. celui-là. Eh ouais. On est submergé de normes. Mais toutes ces normes-là, on les répercute où? Sur le produit final. Une salade qui est en magasin à 1,20 €, 1 €, 1,20 €. Elle vous est payé combien? 30 centimes. En 2015-2016, il a été fait une étude sur le prix de revient de la salade, 42 centimes. D'accord. Et le reste, vous le prenez où alors? Eh bien, on met un cran ou 2 crans de plus. On se serre à la ceinture. Toute personne qui vient en Provence dit c'est fabuleux. Mais qui c'est qui a façonné le territoire? Qui c'est qui a planté les oliviers? Qui c'est qui a planté les vignes? Qui c'est qui entretient le territoire? Et si l'agriculture en France le capote, c'est le contribuable qui va payer l'entretien du territoire. Parce que si on ne veut pas revoir venir des maladies qu'il y avait à l'époque, la rage, et toutes ces maladies qui viennent par des jachères et tout ce qui s'ensuit, c'est le contribuable. Alors est-ce qu'il vaut mieux payer une salade à 1,50 € ou 1,60 €? Parce qu'en fin du compte, nous, il ne manque pas grand-chose sur une salade. Il nous manque 10 à 12 centimes. Mais sur 1 million de têtes de salade, ça fait 120 000 €. Moi, je ne touche aucune subvention. Mais j'ai des collègues qui touchent les subventions. Il n'y a rien de plus humiliant pour un agriculteur que de toucher des subventions, de ne pas vivre son travail, d'être sous perfusion. Mais, non, mais imaginez-vous, déjà cérébralement, un agriculteur, c'est un homme de la terre, c'est quelqu'un qui est dur, qui a des valeurs, voilà. Et on y retire la perfusion, il crève. Non. Première chose, je trouve ça inadmissible. Vous, Enzo, qui êtes un jeune, qu'est-ce qui vous a poussé à quand même vouloir travailler dans la salade? J'ai pu me poser des questions aussi. Quand j'ai vu mon père, il y a 6-7 ans, rentrer à la maison avec le visage fermé, je me demandais si c'était vraiment la bonne solution de partir sur ce créneau-là ou non. Bien sûr. Après, mais alors, ça a été plus fort que vous? C'est dans votre sang? Ça a été que oui, j'ai eu mis les pieds dedans quand j'étais très petit. Et on a suivi. On ne peut pas dénigrer. Après, sur une partie salade, ça ne me donne pas envie de travailler tout l'hiver pour ne pas gagner ma vie à la fin de l'année. Sur la partie estivale, c'est différent. On a des produits où
on va dire que l'équilibre est plus là, c'est un peu plus sympa. Il y a des tomates, des courgettes, des concombres, c'est un peu plus sympa. Et puis, monsieur le sénateur, on parle aussi de problèmes de santé publique, hein. Manger de la salade, c'est très important. C'est une verdure accessible, qui n'a pas besoin d'être cuisinée. Donc comment on dit? Qui mange salade, jamais malade. Jamais malade. Ah, c'est ce qu'on dit ici? Ah, bah oui, oui. Bon, allez, Laurent, on arrête les salades, puis on va voir les vôtres, là, les belles laitues qui sont là. Ce sont des feuilles de chêne blonde, certes, mais qui font partie de la famille des laitues. Ah, petite précision. Combien est-ce qu'il y a de salades sous ce tunnel-là? 14 000. 14 000 salades? Alors, où est-ce que vous m'emmenez là, Jérémy? Alors je vais vous présenter Jean-Louis Boufflot, qui est proviseur au lycée agricole de Cérémy-de-Provence. Et ce lycée a une particularité, c'est que c'est le seul lycée agricole de la région PACA à avoir une filière oléicole. D'ailleurs, je le vois là-bas et on va le rejoindre. Bonjour messieurs. Non, mais j'ai l'impression d'être dans un tableau de Van Gogh là. On y est, regardez, on a les Alpilles, on a la Provence devant nous, ces arbres. Et c'est là, vous voyez, qui ont été déchargés de leurs olives, puisque la récolte s'est déjà faite. Dites-moi Jean-Louis, c'est l'éducation nationale qui est en charge de cette parcelle d'oliviers, en quelque sorte? C'est un peu plus complexe que ça. En fait, nous sommes établissement du ministère de l'Agriculture. Nous accueillons à la fois des élèves de lycée, des apprentis et des adultes en formation. Et là, au sein de cette parcelle, nous regroupons tous nos apprenants qui vont permettre de récolter les olives, livrer à notre moulin, et ensuite assurer la trituration et la transformation en huile d'olive. On a les olives de table, on a les olives cassées, on a nos huiles d'olive fruitées noires et fruitées vertes. La confiserie, c'est-à-dire les tapenades, en étant un exemple. Pourquoi est-ce qu'on parle de triturer avant de presser? C'est quoi le triturer, le travail de triturer l'olive? Le pressurage, c'est une technique viticole. La trituration, c'est la capacité à séparer l'olive des feuilles, ensuite en assurer son malaxage, puisqu'on travaille tout à froid, on ne chauffe pas, et ensuite de séparer la partie solide de la partie liquide afin d'obtenir ce magnifique jus. Monsieur le sénateur m'a dit que c'est le seul lycée de Provence-Alpes-Côte d'Azur à faire ce travail de formation. Mais c'est vrai que c'est une spécificité de ce lycée. On est aussi sur un territoire très particulier pour l'huile d'olive, avec une réputation sans la nul vallée pareil. des Baux, Voilà. la vallée des Baux de Provence qui est juste derrière nous. Cette olive et cette huile d'olive, elle est dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée, celle que vous faites dans votre lycée agricole. Elle est AOP, Vallée des Baux. Nous sommes à Vallée des Baux, comme on a deux appellations, donc Provence, AOP Vallée des Baux de Provence. Et nous, depuis de nombreuses années, nous travaillons en agriculture bio, c'est-à-dire que nos 15 hectares sont travaillés avec cette préoccupation environnementale. Alors je marche dans les vignes du Mascadenais, dans cette chaude lumière, et on va rencontrer ensemble la famille Négrel, les propriétaires. D'ailleurs, ce sont eux qui ont créé l'appellation d'origine protégée, Sainte-Victoire. On se doute pourquoi. Allez, je crois que c'est l'heure d'aller mettre le nez dans la bouteille. On a vraiment la minéralité qui est en premier plan là. Là, on a la puissance, le fruit. Bonsoir les Négrel. Vincent Ferniaud, bonsoir. Vous êtes qui, c'est ça? C'est ça, oui. Bonsoir Maude. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors, ce qu'on m'a dit, 7e génération de vignerons sur la propriété, Guy, c'est ça? C'est ça, absolument. Donc vous 6. 6, voilà. Eh oui. Voilà. Je ne suis pas accompagné du sénateur Bacchi parce qu'il avait une réunion de travail. Il m'a dit, moi j'ai une réunion de travail. Je dis, moi aussi. Mais bon, c'est le genre de travail que j'aime bien, moi. De venir mettre un peu le nez dans le verre. J'ai bien fait de me dépêcher quand même parce que vous étiez en train de finir la bouteille avant que j'arrive. Ah bah attendez, bien sûr. C'est notre nouveau rosé, tout nouveau 2021. On l'a mis en bouteille hier et on prenait le temps de le déguster ensemble. Génial, le vin nouveau. Formidable.
Alors ici, évidemment, on est en Côte-de-Provence, même s'il y a ce petit particularisme qui est en fait votre œuvre, Guy, hein, si j'ai bien compris. L'appellation Sainte-Victoire, c'est un peu vous qui en êtes à l'origine. Ça a l'air d'être le petit vin facile à boire, mais c'est très difficile à faire. C'est très difficile à faire, d'autant plus si on fait des vins comme chez nous, des vins de terroir, quoi, avec une attaque en bouche, un milieu de bouche, une longueur en bouche. Ça se déguste comme un rouge, en fait. Alors Mathieu, il y a la spécificité du terroir. Et en plus, je dirais, votre sœur et vous avez choisi d'être en bio, hein, ici sur le domaine. On est en Provence, on a un climat qui s'y prête, et puis la volonté de faire ressortir la minéralité des vins et d'être toujours le moins interventionniste possible. C'est une démarche qui nous... Et d'être éco-responsable, hein, accessoirement. Est-ce que les gens qui sont vos consommateurs le comprennent? Est-ce que vous racontez votre histoire dans votre vin? Est-ce que c'est un moyen d'expression pour vous? On dit souvent qu'un vigneron interprète un terroir. Donc en ce sens, oui, on peut dire ça. Je pense que quand on achète une bouteille de vin, on achète le vigneron qui va avec, souvent on dit. Parce que au-delà de la qualité du vin, il y a un rapport, une affection qui se fait, surtout quand on visite un lieu, quand on vient sur place. Non, oui, mais je pense que nos clients sont vraiment attachés au style de nos vins, qui sont très marqués, je pense, par nos choix de vinification, qui sont une retranscription de ce terroir, vous voyez, avec beaucoup de fraîcheur, de minéralité, de l'élégance toujours, quelle que soit la couleur. Et je pense que voilà, les gens restent chez nous parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver ça et que c'est à la fois notre terroir et, voilà, et notre façon d'être. En tout cas, moi, je témoigne qu'on n'a pas besoin d'être en été, hein, pour apprécier le vin rosé. Et dans ce qu'on débouche, c'est un peu du soleil de la Provence qui remplit le verre. Alors, je vous souhaite une longue vie de vigneron, bien sûr. Merci. Merci, merci. Alors, monsieur le sénateur, vous m'avez donné rendez-vous dans votre belle ville de Marseille. Vous êtes Marseillais de souche, vous, hein? Oui, je suis né à Marseille. J'ai grandi à Marseille. Je vis toujours à Marseille. Donc oui, effectivement. Alors, j'ai pas oublié, ce matin, quand on s'est vu, vous m'avez dit, je vous répondrai ce soir à la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait avoir 35 ans, être un jeune, être sénateur et communiste. Tout ça pour un jeune, oui, ça fait un petit peu beaucoup, non? Bah écoutez, pour tout vous dire, c'était pas prévu. Voilà, j'avais pas de plan de carrière. Je me suis engagé très jeune en politique, j'avais 15 ans, par conviction, au Parti communiste français. Et puis, on m'a fait confiance dans mon parti pour tout d'abord occuper des responsabilités locales, puis ensuite pour devenir le premier secrétaire de la Fédération du Parti communiste des Bouches-du-Rhône. D'accord. À l'âge de 31 ans, donc plutôt jeune, hein, effectivement. Puis j'ai intégré la direction nationale. Et puis, finalement, des maires communistes, des maires de gauche, des maires sans étiquette m'ont appelé en me disant on a aimé votre attitude républicaine, votre discours. Et si vous décidez de vous lancer dans l'élection sénatoriale, on sera ravis de vous soutenir. Et nous avons réussi quelque chose d'assez historique. Une première en France, je dirais, c'est une liste d'union PC, PS, ELV avec un communiste, moi en l'occurrence, qui tirait la liste d'union, ce qui n'a pas manqué de faire quelques remous ça et là, parce que c'était un peu iconoclaste. Et en réalité, on a fait la démonstration que ceci était possible. Et voilà, finalement, comme je me suis retrouvé il y a un an élu au Sénat. On est juste devant la mairie de Marseille, monsieur le sénateur. Ça, c'est un sacré endroit ici. Alors, le contact humain, il y a un autre moyen de l'avoir, c'est autour d'une bonne table. Je crois que vous m'avez réservé une surprise, hein. C'est pas loin d'ici, on va ça au resto. tombe bien, c'est pas loin d'ici. Et puis, vous verrez, c'est un restaurant qui fait que des spécialités provençales, avec des noms provençaux. Donc, on vous expliquera sûrement ce que les choses veulent dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout est bon. Voilà. J'en attendais pas, moi. Allez, on y va. Très bien, merci. Oh, les palourdotins! Des palourdines qui sont cuisinées avec de la crème fraîche. Formidable! Merci ça beaucoup. se mange avec les doigts. Dites-moi, Jérémy, on sait en France que le deuxième personnage de l'État, c'est le président du Sénat. Vous êtes jeune, vous avez tout le temps de le devenir un jour. Et imaginez qu'il y ait une vacance du pouvoir et que vous vous retrouviez président de la République par intérim. Ça fait beaucoup de si, quand même. Hein. Oui, mais tout est possible. Et alors, si vous aviez accès, effectivement, à la présidence de la République, ce serait quoi vos premières décisions en faveur de l'agriculture? Je vous embaucherai comme cuisinier. Ouais. Déjà, ça serait une vraie mesure, alors.
On a aujourd'hui une agriculture qui, dans ce pays, et de plus en plus vit en réalité des subventions ou de l'aide européenne, notamment de la PAC. J'allais dire, c'est plutôt une bonne chose qu'ils puissent continuer à vivre grâce à ces aides. Je suis plutôt pour redonner du sens à ce métier. Et donc, comment on arrive à soutenir nos agriculteurs pour qu'ils puissent vivre de leur métier pleinement. Et donc, ça nécessite qu'on repense, y compris la souveraineté alimentaire de notre pays. Et ça correspond aux enjeux de notre temps, à la fois mieux manger, avoir des circuits courts, y compris dans le cas de la restauration collective, on l'a vu à Martigues, effectivement. Mais il y a aussi un enjeu de santé publique, parce que mieux manger, c'est aussi une population qui vit plus longtemps, en meilleure santé, et donc, y compris du point de vue purement mercantile, qui fait économiser à l'État, à la sécurité sociale. Alors, autrement dit, entre communistes et nationalistes, vous vous sentez un peu un héritier de la Révolution française, vous? Ah mais clairement, moi je suis un pur produit de l'esprit républicain. Et je crois qu'en matière alimentaire, il y a aujourd'hui des distorsions énormes et il y a aussi les exclus, et je pense notamment à nos agriculteurs, à nos éleveurs, de cette solidarité nationale. Et ils ont parfois légitimement le sentiment d'être un peu la 5e roue du carrosse et c'est profondément regrettable. Bon, on va manger froid, hein, bon. Monsieur le sénateur. Quand même, ça serait dommage, hein, des si belles palourdes. Je vous remercie. Je vous remercie. On a passé un merveilleux moment ici dans les Bouches-du-Rhône, entre toutes ces merveilles qui sont et qui font partie du département. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Manger c'est voter sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de Mutualia, la mutuelle des territoires, vous a présenté Manger c'est voter.